Objectif opérationnel, expliquer et prévoir l'usage du vélo en ville à partir de facteurs observés afin d'éclairer l'aménagement et la planification. On part d'un tableau de mesure d'un réel et l'on choisit une variable d'entrée pertinente, comme la météo ou l'offre de stationnement, et une variable de sortie, le nombre de trajets. Chaque ligne devient un point dans le plan. L'axe horizontal pour l'entrée, l'axe vertical pour la sortie. Ce nuage sera notre terrain d'analyse. Un alignement marqué suggère une liaison linéaire. Un nuage diffus évoque une relation faible ou non linéaire. Corrélation n'implique pas causalité. La régression fournit une droite lisible qui résume l'effet moyen de l'entrée sur la sortie et qui permet des prévisions prudentes près du domaine observé. On cherche la droite qui minimise l'erreur quadratique moyenne entre valeurs observées et valeurs prédites. Cela fixe une pente et une ordonnée sans ambiguïté sous des hypothèses simples. Interprétation. La pente traduit l'effet moyen d'une variation de l'entrée sur l'usage du vélo. L'ordonnée fixe le niveau de base. Prédiction. On lit une valeur de sortie pour une nouvelle entrée dans le domaine observé. Comparaison. On met en concurrence plusieurs facteurs pour voir lesquels expliquent réellement. On examine les résidus pour repérer zones mal expliquées, points atypiques et variations de dispersion selon l'entrée. L'extrapolation est fragile, la présence d'aberrants peut biaiser la pente, et une relation non linéaire demande des transformations ou des modèles différents. Du nuage de points à la droite optimale, l'objectif est double, comprendre le lien entre facteurs et usage du vélo et disposer d'un outil simple pour prévoir et décider. Moyenne, variance, écart type, covariance, corrélation, lien et matrice, géométrie du nuage, régression, fonction de coût, gradient, moindre carré, solution OLS, puis interprétation et diagnostic. On travaille avec un échantillon d'observation réel afin d'en décrire le centre et la dispersion pour les usages d'optimisation et d'inférence. La moyenne empirique est la somme des observations réparties équitablement par la taille de l'échantillon. C'est le centre de gravité des valeurs. La loi empirique, qui choisit chaque observation avec la même probabilité, a pour espérance la moyenne empirique, valeur attendue d'un tirage dans l'échantillon. On cumule la somme puis on la rapporte à la taille. Et lors d'une nouvelle observation, la moyenne se met à jour par une petite correction proportionnelle à l'écart, pondérée par la nouvelle taille. La moyenne respecte les transformations affines et elle équilibre exactement les écarts, dont la somme algébrique est nulle. Sous indépendance et identité de distribution, la moyenne empirique est non biaisée et son incertitude décroît avec la taille, convergeant vers la moyenne vraie par la loi des grands nombres. La variance mesure la dispersion autour de la moyenne en prenant la moyenne des écarts au carré. Elle correspond à une erreur quadratique moyenne. Pour estimer la variance de la loi sous-jacente avec un échantillon indépendant et identiquement distribué, on corrige le dénominateur afin d'obtenir un estimateur sans biais. On part des écarts à la moyenne, qu'on élève au carré pour pénaliser fortement les valeurs éloignées et éviter les compensations positives et négatives. Interprétation énergétique. Chaque observation contribue par un coût quadratique, la variance et le coût moyen. Visualiser les hauteurs au carré montre immédiatement quelles observations dominent la dispersion. La variance est la moyenne des écarts au carré par rapport au centre. Elle quantifie la dispersion et sa racine, l'écart type, revient aux unités de la donnée. L'écart type est la racine de la variance. Il quantifie la dispersion en revenant dans les unités de la donnée. Pour un échantillon indépendant, on applique une légère correction afin d'obtenir un estimateur sans biais. On moyenne les écarts à la moyenne après les avoir élevés au carré, puis on prend la racine. On obtient une mesure directement comparable aux valeurs observées. Visualiser les barres d'écart au carré, puis placer la ligne correspondant à l'écart type, met en évidence la contribution dominante des valeurs éloignées. Plus les barres hautes se multiplient, plus l'écart type augmente. L'écart type est la racine de l'erreur quadratique moyenne autour de la moyenne. C'est la mesure de dispersion de référence
exprimée dans l'échelle d'origine des données. La covariance évalue si deux variables varient ensemble autour de leur moyenne. Positive quand les grandes valeurs vont avec les grandes valeurs, négative dans le cas opposé. Pour estimer la covariance de la loi sous-jacente, on applique une légère correction de dénominateur afin d'obtenir un estimateur sans biais. Le coefficient de corrélation, c'est la covariance mise à l'échelle par les écarts types des deux variables. Il est sans unité, borné entre -1 et +1, et ne dépend pas du choix des unités de mesure. Chaque point contribue par le produit de ces écarts aux moyennes. Même signe, contribution positive. Signes opposés, contribution négative. Si les contributions positives et négatives s'annulent, la covariance est proche de 0 et la dépendance linéaire est faible. La corrélation mesure l'intensité d'une liaison linéaire après centrage et mise à l'échelle. Elle compare des écarts exprimés en unités d'écart type, donc elle est directement comparable entre jeux de données. Coefficient proche de +1, forte liaison linéaire positive. Proche de 0, pas de relation linéaire marquée. Proche de -1, forte liaison linéaire négative. Un coefficient élevé s'observe par un alignement net des points et une droite de tendance bien orientée. Attention toutefois, corrélation n'implique pas causalité. Procédure opérationnelle, centrer chaque variable, standardisée par son écart type, multiplier terme à terme puis moyenner. Cette moyenne des produits bas standardisés donne directement le coefficient de corrélation. La variance mesure la dispersion de chaque variable autour de sa moyenne. La covariance mesure la covariation conjointe autour des moyennes. La corrélation est la covariance normalisée par les écarts types des deux variables. Elle est sans unité et bornée entre -1 et +1. Cette matrice rassemble sur la diagonale les variances de chaque variable et hors diagonale leur covariance. Elle est symétrique et positive au sens quadratique, ce qui implique notamment que l'intensité de corrélation ne dépasse jamais l'unité. La variance d'une combinaison linéaire égale le premier coefficient au carré fois la variance de la première variable, plus le second coefficient au carré fois la variance de la seconde, plus 2 fois le produit des coefficients multiplié par la covariance. Cette identité montre comment la dépendance entre variables amplifie ou réduit la dispersion totale. Lorsque les deux variables sont bien alignées, la corrélation est élevée et la droite de tendance suit le nuage de points. Des dispersions comparables et une corrélation positive se traduisent par une covariance positive et une pente ascendante. Variance, dispersion individuelle. Covariance, covariation conjointe. Corrélation, covariance mise à l'échelle par les écarts ce type. Variance d'une combinaison linéaire. Somme des variances pondérées, plus le terme croisé lié à la covariance. Le coefficient de corrélation fixe le sens et l'intensité de la liaison linéaire. La pente de la droite de régression vaut cette corrélation multipliée par le rapport des écarts types vertical et horizontal. Plus la corrélation est élevée, plus les points s'alignent et plus la pente est marquée. L'ordonnée à l'origine s'obtient en imposant que la droite passe par le centre des données. La pente peut se calculer soit par la covariance divisée par la variance horizontale, soit par la corrélation multipliée par le rapport des écarts types. Ces deux expressions sont équivalentes. L'écart type horizontal mesure la dispersion le long de l'axe des abscisses, l'écart type vertical celle le long de l'axe des ordonnées. L'orientation globale du nuage est donnée par l'ellipse de covariance. Son inclinaison croît avec la corrélation. Tracer des barres de largeur égales aux écarts types montre l'échelle des variations sur chaque axe. Des échelles très différentes se traduisent par une pente plus ou moins raide à corrélation fixe. L'ellipse résume la forme du nuage. Son axe majeur indique la direction privilégiée de variation. Une ellipse très allongée signale une corrélation forte. Une ellipse quasi circulaire, une corrélation faible. L'angle de la droite de régression est la traduction de la pente en orientation. Angle et ellipse racontent la même histoire. Direction et intensité de la liaison linéaire. Dispersion. Écart type horizontal et vertical. Orientation. Ellipse de covariance. Pente. Corrélation fois rapport des écarts types et angle associé sur le plan. La droite prédite s'écrit comme une pente et une ordonnée à l'origine.
La pente se déduit de la covariance rapportée à la variance horizontale. L'ordonnée s'obtient en imposant le passage par le centre des données. Chaque point laisse un résidu, l'écart entre la valeur observée et la valeur prédite par la droite. La meilleure droite est celle qui minimise la moyenne des carrés de ces résidus. La proportion de variance expliquée compare l'erreur résiduelle à la variance totale autour de la moyenne. Elle vaut 1 si la droite explique tout, 0 si elle n'explique rien au-delà de la moyenne. Pour une nouvelle valeur d'entrée, on lit la prédiction sur la droite ajustée. Cette lecture est fiable près du domaine des données et devient fragile en extrapolation. La pente se calcule soit par la covariance sur la variance horizontale, soit par la corrélation fois le rapport des écarts types. L'ordonnée se déduit ensuite du passage par le centre des données. Le coût quadratique moyen additionne les résidus au carré et les moyennes. Il sert de boussole. En faisant varier la pente et l'ordonnée pour réduire ce coût, on rejoint les formules fermées de la régression linéaire. Ce choix de coût est cohérent avec l'interprétation probabiliste gaussienne et garantit une fonction convexe en ses paramètres. On utilisera 3 moyennes, la moyenne des valeurs d'entrée, la moyenne des valeurs de sortie et la moyenne des produits entrée fois sortie. Ces notations allègent les calculs qui suivent. Le coût quadratique moyen mesure la moyenne des résidus au carré. Son gradient est le vecteur formé des dérivées partielles par rapport à la pente et à l'ordonnée. Trouvez la pente et l'ordonnée qui annulent ce gradient. Condition du premier ordre. Au minimum, le gradient est nul. Elle s'écrit comme la moyenne des produits entre l'entrée et le résidu. Si la pente est optimale, ces produits positifs et négatifs se compensent. Elle s'écrit comme la moyenne des résidus. Au minimum, la moyenne des résidus est nulle. On remplace ces deux expressions dans la formule du gradient, puis on impose égal à 0. On obtient un système de 2 équations linéaires, reliant la pente et l'ordonnée. Première équation, la moyenne des résidus est nulle. Seconde équation, la moyenne des produits entrés fois résidus est nulle. En résolvant ce système, on retrouve la pente égale à la covariance divisée par la variance horizontale et l'ordonnée qui assure le passage par le centre des données. Revenons à la fonction de coût. Voici d'ailleurs les erreurs à éviter sur l'écriture. Bref, calculons son gradient. D'abord, la dérivée partielle par rapport à la pente. Elle mesure la moyenne des produits entre l'entrée et le résidu. Ensuite, la dérivée partielle par rapport à l'ordonnée. C'est la moyenne des résidus. Ces deux expressions forment le gradient que l'on annulera pour obtenir les équations normales. On dérive le coût par rapport à la pente. Les données et l'ordonnée sont des constantes. On distribue le produit pour faire apparaître les 3 termes séparés. On factorise hors de la somme pour isoler la pente, l'ordonnée et la partie purement donnée. Au point optimal, la dérivée s'annule et donne une relation linéaire entre pente et ordonnée. C'est la première équation normale, obtenue en égalisant la contribution des données aux paramètres. On dérive le coût par rapport à l'ordonnée, les données et la pente sont fixées. On développe la somme et on regroupe les termes constants. Au minimum, la dérivée s'annule et donne la seconde équation normale. L'ordonnée est la moyenne des sorties moins la pente fois la moyenne des entrées. Donc la droite passe par le centre des données. On regroupe les 2 conditions gradient nul en un système linéaire en pente et ordonnée. On divise par la taille de l'échantillon pour obtenir des notations compactes en moyenne. L'ordonnée s'exprime via le passage de la droite par le centre des données. La pente est la covariance divisée par la variance horizontale. On déduit l'ordonnée, ce qui fixe complètement la droite de régression. Le coût est une somme de carrés, donc c'est une fonction convexe des paramètres. Sa hessienne est constante et positive au sens semi-défini, car c'est une moyenne de matrice de rang 1. La forme associée est une moyenne de carrés, elle est donc toujours non négative. Si la variance des entrées est strictement positive, la hessienne devient définie positive et la convexité est stricte. Conclusion. Il existe alors un unique minimum global, obtenu exactement aux paramètres qui annulent le gradient, c'est-à-dire la solution des équations normales,